des New Ways of Working en partenariat avec HP et Microsoft. Comme vous l'a dit Quentin, mais je vais peut-être le répéter pour ceux qui n'auraient pas entendu, nous avons coupé vos micros pour ne pas que ça fasse une espèce de cacophonie ici. Nous vous demandons de ne pas demander la parole. Par contre, lors de l'event, il est possible que nous vous posions des questions fermées, oui ou non. Et si vous voulez répondre oui, merci donc de lever virtuellement votre petite main dans Teams. Vous pouvez envoyer vos questions ou vos remarques à n'importe quel moment dans le chat de l'event. Sachez seulement qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin de l'événement. Alors, au programme donc, de cet event, nous allons parler donc New Ways of Working. Et qui dit New Ways of Working au vu du contexte, dit bien évidemment télétravail. Aujourd'hui, nous allons partager un petit peu avec vous nos learnings pendant cette période un peu particulière qu'est la crise du coronavirus. Alors, cet event va se dérouler donc en trois étapes. Tout d'abord, on va parler un petit peu ensemble des situations incontournables dans lesquelles on se retrouve à partir du moment où on est en télétravail, parce que qui dit télétravail dit aussi qu'on doit essayer d'être le plus efficace possible et pas être dans une situation où on le serait davantage si on était au bureau. Et pour cela, on va vous présenter les outils qui font maintenant partie de notre paysage chez Computerland depuis déjà un certain temps, mais encore plus en cette période de crise, les outils incontournables Office 365. Nous allons également parler de la sécurité, parce que la sécurité, c'est incontournable, et même encore plus lorsqu'on est à distance, étant donné que des failles de sécurité peuvent plus facilement arriver lorsque les utilisateurs sont éventuellement aux quatre coins de la Belgique. Alors, un petit rappel simplement pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit rappel de notre activité donc, qui se divise en 4 pans principaux. Nous avons d'abord le pan Modern Workplace. On va bien évidemment en parler aujourd'hui, étant donné qu'on va vous parler d'Office 365 et de Microsoft 365. Le pan Modern Workplace reprend également, en partenariat avec HP, notre solution de leasing opérationnel Manage Workplace. Nous avons ensuite le pan Business App, où nous allons pouvoir développer vos applications business, que ce soit ERP, CRM, outils de gestion de contenu. Notre activité historique, bien évidemment, qui est l'activité cloud et infra. Et notre nouvelle activité qui est Data and AI, où vous allez pouvoir nous confier vos projets de business intelligence. Nous allons pouvoir construire avec vous vos KPI, l'accompagnement end-to-end. Nous avons bien évidemment 2 autres équipes qui travaillent de manière transversale sur ces 4 activités. Notre équipe support, bien évidemment, ainsi que l'équipe gouvernance. Alors, sans plus attendre, je vous présente donc notre modérateur du jour, qui est Quentin Billet. Alors, Quentin est Cloud Architect chez Computerland. Il fait partie de l'équipe Cloud et Infrastructure. C'est un spécialiste Azure et il donne également des formations Office 365 pour les outils collaboratifs. J'ai à côté de moi mon collègue Arnaud Adam, qui est System Engineer Expert, également de l'équipe Cloud et Infrastructure. C'est un spécialiste Microsoft 365 et c'est également un utilisateur tout à fait convaincu d'Office 365. Voilà, sur ma droite, donc Delphine Topetz, qui est spécialisée dans l'expérience client. Elle est formatrice aussi Office 365 et une utilisatrice avérée des outils 365. D'ailleurs, pour faire cette présentation, nous avons utilisé bien évidemment tous les outils qui étaient en notre possession pour faire ce PowerPoint. Voilà. Entre autres. Merci, merci Arnaud. Alors maintenant, on va parler un petit peu de télétravail. Donc, qui dit télétravail dit qu'on ne veut pas se retrouver du fait que l'on n'est pas présent physiquement au bureau. On ne veut pas se retrouver avec des dizaines et des dizaines de mails de ses collègues, de ses collaborateurs. On doit pouvoir être en communication avec toutes ces personnes à tout moment. Lorsqu'on est chef d'équipe, par exemple, on doit continuer à collaborer, continuer à échanger. On doit pouvoir de manière facile gérer les plannings de son équipe, continuer à le faire de manière efficace à distance.
Lorsqu'on est en télétravail, on veut quand même garder une image professionnelle également lorsqu'on doit avoir des contacts avec ses clients. On ne doit pas lésigner sur la gestion documentaire. On doit pouvoir partager aisément et on doit pouvoir aussi maintenir la sécurité non seulement des documents, mais la sécurité aussi de l'utilisateur, des devices. Et pour les IT aussi qui nous écoutent, qui dit télétravail ne veut pas dire qu'on doit arrêter de développer, arrêter de mettre à jour, arrêter de déployer des applications qui sont cruciales pour les utilisateurs. Voilà, donc toutes ces situations-là, je suppose que elles vous parlent. Et avec toutes ces situations-là, nous, on a vraiment trouvé donc une réponse adéquate, cohérente avec les outils Office 365 et avec la sécurité Microsoft 365. Alors, il faut avoir vraiment conscience qu'on est dans une nouvelle manière de travailler. Voilà, la crise sanitaire a un peu poussé ces nouvelles manières de travailler parce qu'on a tous eu besoin de ce type d'outils assez rapidement, mais il faut se rendre compte que pour l'utilisateur, c'est un véritable changement avec éventuellement des freins qui peuvent se manifester. Sachez que c'est un aspect sur lequel nous pouvons vous prêter main forte également, mais voilà, il faut en avoir conscience. Même si on travaille avec des outils qui sont relativement intuitifs, c'est un changement à part entière pour l'utilisateur. Alors, les outils incontournables dont nous sommes servis pendant cette crise et toujours maintenant, bien évidemment, ce sont les outils Office 365. Alors, quand on parle des outils Office 365, je ne vous parle bien évidemment pas de Word, PowerPoint, Excel. Ça, on connaît, c'est vu et revu. Mais je vous parle d'outils comme OneDrive. Donc, OneDrive, c'est un espace personnel d'un Tera dans le cloud où vous allez pouvoir stocker vos fichiers. Je parle bien évidemment de SharePoint, qui est un peu la bibliothèque d'entreprise. Je parle de OneNote, qui est un outil de prise de notes. Je parle évidemment, je pense que le plus incontournable des incontournables, c'est évidemment Teams. Je parle également de Forms. Forms, c'est une application qui permet de créer des questionnaires, que ce soit à usage interne ou à usage externe. Je parle aussi de Planner, qui permet de gérer les plannings d'équipe. Voilà, il y en a encore évidemment beaucoup d'autres, mais on va se concentrer aujourd'hui sur la démonstration de quelques-uns. Et voilà, n'hésitez pas à réagir, bien évidemment, si vous avez des questions. Alors, on va passer en mode démo tout de suite. Hop. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du portal Office 365. Donc, c'est l'endroit où vous allez trouver toutes les applications auxquelles vous avez accès. Je m'y suis connectée, donc portal.office.com ou simplement www.office.com. Je mets mon login et mon mot de passe et c'est là que je vais avoir accès à toutes mes applications. Et s'il y en a une qui n'apparaît pas, bien évidemment, je peux simplement la rechercher. Alors là, vous allez avoir accès à vos applications, évidemment en version web, mais lorsque vous les ouvrirez, on vous proposera simplement de les télécharger. À vous de voir si vous préférez les versions web ou les versions téléchargées de vos applications. Alors, un des outils que l'on a beaucoup utilisé avec Arnaud et d'ailleurs avec tous nos autres collègues, c'est l'application OneDrive. Donc OneDrive, voilà, vous y avez accès en cliquant simplement ici. Ce que j'ai fait, hop, et voilà, je me retrouve donc sur mon espace OneDrive. Alors, OneDrive, c'est vraiment super. Pour quelle raison? Eh bien parce que à partir du moment où j'ai tous mes fichiers professionnels sur OneDrive, imaginons que j'ai un problème avec mon ordinateur et que donc du coup je dois utiliser un autre ordinateur, il me suffit d'avoir mon login, mon mot de passe, potentiellement un peu de sécurité avec un multi-factor authentication, n'est-ce pas Arnaud? Exactement, on en parlera juste après. Voilà, mais je peux avoir accès donc à tous mes contenus sans problème et cela ne dépend pas donc du device que
j'utilise. Moi, par exemple, et je pense que c'est la même chose pour Arnaud, je pense qu'on n'a plus rien du tout en local, on met tout sur notre OneDrive, c'est vraiment devenu une habitude. C'est très facile parce qu'on peut avoir son OneDrive aussi sur son smartphone, on y reviendra après la démonstration, mais vous allez voir qu'une fois qu'on l'utilise, on ne sait plus s'en passer. Ouais. Exactement, oui, parce que toutes les applications dont on va vous parler aujourd'hui, on est sur des applications que vous allez pouvoir avoir également sur votre mobile. Donc ça, c'est vraiment génial dans une situation de télétravail ou même voilà, une situation où on n'est pas chez soi en face de son ordinateur. On va quand même avoir accès à tous ces contenus, quand même avoir accès à nos réunions. Donc ça facilite quand même la tâche. Donc, dans OneDrive, la manière dont vous pouvez fonctionner avec cet outil, vous pouvez simplement, en appuyant sur Charger, vous pouvez télécharger vos documents à partir donc, de vos fichiers donc, en local. Mais si vous souhaitez créer du nouveau contenu directement à partir de OneDrive, rien de plus simple, vous appuyez sur Nouveau, il va vous demander le type de fichier que vous souhaitez créer. Hop, moi je vais créer un document Word, tout simplement. Voilà, hop. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vos documents sont dans OneDrive ou si vous le créez à partir de OneDrive, enregistrer sous, vous ne saurez plus ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que l'enregistrement va se faire de manière tout à fait automatique. Je vous propose de regarder juste ici. Voilà, hop, voilà, j'écris n'importe quoi, hein, ici peu importe, mais vous voyez que l'enregistrement se fait de manière tout à fait automatique. Donc, une fois que voilà, j'ai créé mon fichier, bien évidemment, je vais vouloir le partager avec mon collègue Arnaud. Alors, comment est-ce que je fais ça? Alors, rien de plus simple. Soit je suis à partir de mon document et alors je vais simplement cliquer sur Fichier et Partager. Voilà, et donc je vais avoir cette petite box-là qui va apparaître. Ou alors directement à partir de mon OneDrive. Donc, vous voyez, je ne vous mentais pas, le document... c'est directement donc enregistré. Je clique sur les 3 petits points. Chose importante à savoir de manière générale pour les outils Office 365, lorsque vous cherchez une fonctionnalité, vous avez 90% de chances de la trouver derrière les 3 petits points. Alors, et là, je vais simplement cliquer sur Partager et vous voyez que la même box va apparaître. Alors, c'est vraiment sécurisé de partager de cette manière-là plutôt que d'envoyer votre document par mail, parce que lorsque vous envoyez une pièce jointe, vous n'avez pas vraiment la main sur, enfin même pas du tout la main sur ce que la personne à qui vous l'envoyez va en faire. Donc, il est possible que votre document soit envoyé à plusieurs personnes, il est possible qu'il soit modifié, qu'il y ait plein de versions qui soient créées. Alors ici, on va pouvoir éviter ça. Simplement en cliquant ici. Donc déjà, d'une part, de quelle manière souhaitons-nous partager le document? Est-ce qu'on souhaite que toute personne ayant le lien vers le document puisse y avoir accès? Est-ce que c'est uniquement les personnes au sein du domaine de votre entreprise, des personnes potentiellement qui ont déjà l'accès, à qui vous voulez simplement refournir le lien, ou alors des personnes spécifiques? Alors évidemment, la manière la plus sécurisée de faire cela, ce sera en envoyant à des personnes spécifiques. Sachez également que les autres paramètres vous permettent d'autoriser ou pas la modification, d'ouvrir un mode révision, de définir une date d'expiration, voire même un mot de passe, ainsi que de bloquer le téléchargement. Donc vous avez quand même, je veux dire, une série d'options non négligeables qui vous permettent d'avoir vraiment le contrôle sur vos documents. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où moi je vais partager mon document, ce n'est pas vraiment le document que je vais partager. Je vais partager un lien vers mon OneDrive, parce que l'endroit où se trouve mon document, c'est le OneDrive. Je vais juste partager un lien vers ce OneDrive-là. Donc, si je partage mon document, il ne va pas se retrouver dans son OneDrive à lui. Donc, ça, c'est une nuance à bien comprendre. Alors, ici, nous avons, donc, je vais cliquer sur des personnes spécifiques. Voilà, je vais appliquer. Et moi, je vais simplement envoyer mon document à Arnaud. Voilà, je peux éventuellement mettre un message. Je vais cliquer sur « Hop », envoyer. Et ça, qu'est-ce que ça va faire du coup, Arnaud? C'est ça qui est bien avec les produits Office 365, c'est que tout est intégré. Donc ici, voilà, j'ai déjà reçu un mail en disant que tu avais partagé un document avec moi, que je vais ouvrir directement.
et on va voir ce qu'est la coédition. En fait. La coédition, ça va être le fait d'être à plusieurs dans le même document. On a tous eu le cas où on avait un fichier sur un file serveur et un collègue l'avait ouvert et puis était parti en temps de midi, puis on peut l'ouvrir mais en lecture seule, on ne peut pas l'éditer. Là, on va voir en live que là, je suis dans le document et si j'écris bonjour à tous, ça s'écrit directement dans le document. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent chez Computerland, où on a par exemple un commercial qui va partager son offre au lieu de l'envoyer 5 fois à 5 personnes différentes et puis recevoir 5 versions différentes du document. On va pouvoir travailler à plusieurs dans le document. Et tu vas nous expliquer qu'il y a du versionning. Donc ça veut dire que même si vous partagez votre document avec quelqu'un et qu'il fait un contrôle A, delete, à chaque enregistrement du document, ça va enregistrer une version dans le OneDrive. Absolument. Et ce, indéfiniment pendant 30 jours. Absolument. Oui, parce que vous me direz, à partir du moment où le document est enregistré de manière automatique, ça veut dire que si un de vos collègues à qui vous avez donné le lien vers votre document fait une bêtise, ben, ça va s'enregistrer de manière automatique. Vous avez raison. Maintenant, évidemment, Microsoft a pensé à tout. C'est-à-dire que si je veux aller voir quelles ont été les modifications apportées sur mon document, il me suffit d'aller donc dans OneDrive, je clique sur les 3 petits points et je vais pouvoir aller dans l'historique des versions. Et donc, vous voyez ici que, eh bien, moi, j'ai créé le document, j'ai fait une modification et Arnaud a fait une modification. Et en fait, en cliquant simplement ici, eh bien, je vais pouvoir récupérer les versions antérieures de mes documents, mais aussi savoir voilà, qui a contribué et qui a fait une bêtise. Voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est quand même très utile de pouvoir avoir cette fonctionnalité-là, donc qui est disponible dans l'outil OneDrive, et donc c'est une des qualités, je vais dire, de cet outil-là. C'est ça. De cet outil-là également. Alors, en termes de sécurité, donc comme on vous l'a dit, vous avez la main sur ce qui est fait de votre document. Vous allez pouvoir consulter votre historique des versions. Vous allez pouvoir voir également ici que le document est partagé. Et si je clique sur partager, eh bien, je vois, ben voilà, que je vois que je suis propriétaire. Je vais également avoir la possibilité d'arrêter le partage. Donc, ça veut dire que la personne à qui j'ai envoyé un lien pour avoir accès à mon document, ben, n'y aura plus accès. Et quand je vous montrais la box et où j'ai cliqué de partager mon document avec des personnes spécifiques, ça j'ai oublié de le dire, ça veut dire que si Arnaud, à un moment donné, envoie mon document à Quentin, à qui je n'ai pas donné l'accès, eh bien Quentin n'aura pas accès à mon document. Donc on est vraiment dans une gestion ultra sécurisée de ces documents. Et il y a également un autre aspect sécurité dans OneDrive, Arnaud, n'est-ce pas? Alors, ce que je propose, c'est qu'on va montrer 2 fonctionnalités. La première, c'est que Teams, ben, c'est très bien, on va pouvoir faire de l'audio-conferencing, vidéo-conferencing, mais on va aussi pouvoir partager son bureau, c'est ce que tu es en train de faire pour le moment, mais je vais pouvoir aussi, soit toi me donner la main, ou moi demander un request control. Et ici, tu vas montrer effectivement que tu vas pouvoir me donner la main sur ton PC. Donc voilà, moi je reçois un petit pop-up, voilà, et donc, vous voyez ici, on voit ma photo. Et donc maintenant, j'ai la main sur le PC de Delphine. Ce qui ne veut pas dire, excuse-moi de te couper Arnaud, ce qui ne veut pas dire que moi, je n'ai plus la main. Hein. Donc voilà. Moi, je peux aussi continuer à interagir. C'est ça. Et moi, je pense aux IT pendant la période de confinement qu'on a eue avec le télétravail, c'est que grâce à Teams, les IT vont pouvoir déjà, quand il y a un problème sur un poste, voir le problème et de prendre la main sans avoir de licence TeamViewer ou LogMeIn. Donc ça peut être assez pratique. Moi, je prends mon cas, pendant le confinement, j'ai coaché des équipes IT qui étaient à l'étranger et on a fait tout par Teams. On a la migration, on a vraiment tout fait, le coaching de l'équipe IT. Et donc, on se rend compte que quand on a les bons outils, ce n'est pas un frein d'être confiné et de faire du télétravail, en fait. On reste tout aussi efficace. Exactement. Donc ici, moi, ce que je vais vous montrer, c'est que Delphine vous a expliqué qu'il y avait du versionning. Là, je m'adresse de nouveau aux IT. Je souhaite que ça ne vous soit jamais arrivé, mais ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir un virus et
qui va cryptoloquer vos données, donc il va mettre un mot de passe et demander une rançon. Sachez que toutes les données qui vont être dans OneDrive, vous allez pouvoir restaurer le OneDrive de l'utilisateur à un instant T. Donc si tous les utilisateurs mettent bien leurs documents dans OneDrive, imaginez que vous avez une attaque de CryptoLocker, vous allez pouvoir ici vous connecter dans les options de OneDrive et ici vous allez avoir une option qui va vous permettre de restaurer le OneDrive à un instant T. Donc ça peut être aussi une fonctionnalité qui peut être intéressante, parce qu'en général, les données qui sont sur les PC ne sont pas sauvegardées. Donc voilà. Merci Arnaud. Avec plaisir. Donc voilà, ici c'est ce dont on voulait vous parler donc pour l'outil OneDrive. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions. Nous allons passer maintenant à un autre outil voilà, qui est l'incontournable des incontournables, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va passer à l'outil Teams. Je suppose bien que tout le monde maintenant, ou presque, utilise l'outil Teams. Et encore une fois, je vais pouvoir y avoir accès simplement en retournant sur portal.office.com, évidemment si je ne l'ai pas déjà téléchargé, en cliquant sur Teams, ce que j'ai fait, et nous nous retrouvons donc sur l'interface de Teams. Alors, j'ai une petite question pour vous. Donc, pour rappel, voilà, ce sont des questions fermées. Et donc, si la réponse est oui, eh bien, on vous demande de lever virtuellement la main. Qui, dans l'Assemblée, n'a jamais créé d'équipe Teams? On veut bien que vous nous répondiez. Donc pour rappel, ceux qui n'utiliseraient pas encore Teams, Teams va remplacer complètement Skype for Business. Donc Teams reprend les fonctionnalités de Skype for Business, plus des fonctionnalités supplémentaires. Vous avez compris, je vois déjà qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main, 3. Donc okay. Delphine va vous montrer ça. Voilà. On va vous montrer ça. Alors pour créer une équipe Teams, c'est rien de plus simple. Lorsque vous ouvrez Teams, vous avez donc plusieurs petits logos ici sur le côté. Donc ici, on va être dans la partie équipe de Teams. Et pour créer ou rejoindre une équipe, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur rejoindre ou créer une équipe et aller ici dans créer une équipe. Voilà. Alors, on va me demander si je veux créer une équipe à partir de 0 ou créer à partir éventuellement d'un groupe Microsoft 365. Donc moi, je vais créer une équipe à partir de 0. Mais si par exemple, vous avez déjà des groupes, que sais-je, équipe sales, marketing, etc., eh bien, vous pouvez créer votre équipe sur base de ce groupe-là, ce qui fera que les membres seront automatiquement ajoutés. Nous, on va créer une équipe à partir de 0. On va me demander quel type d'équipe est-ce que je souhaite créer. Est-ce qu'elle sera privée, publique ou à l'échelle de l'organisation. Ici, on va créer une équipe privée, ce que je conseille également voilà, en termes de sécurité, sauf si bien évidemment c'est voilà, un événement corporate ou que sais-je. En tout cas, je vous déconseille le public, ça c'est sûr. On va créer donc une équipe privée. Donc ici, je vais l'appeler New Way of Working and wow. Je peux mettre une description à cette équipe et voilà. Créer une équipe, ce n'est pas plus compliqué que cela. Alors bien évidemment, on va me demander tout de suite quels sont les membres que je souhaite ajouter à mon équipe. Eh bien, je m'entends très bien avec mon collègue Arnaud et on doit beaucoup travailler ensemble, donc je vais l'ajouter à mon équipe. Hop. Je vais simplement cliquer ici. Alors, qu'est-ce que ça va faire du côté d'Arnaud? Ça va faire que Arnaud va recevoir une notification comme de quoi je viens de l'ajouter dans une équipe Teams et ça va lui donner un lien directement vers l'équipe. Alors, je ne sais pas si vous voyez en surbrillance ici, mais vous voyez que l'équipe que je viens de créer est déjà dans Teams. Alors, Arnaud, par défaut, il va avoir le statut de membre. Il faut que vous sachiez que dans Teams, il y a 3 statuts différents. Il y a le statut de propriétaire, qui est mon statut parce que j'ai créé l'équipe. Il y a le statut de membre et il y a également le statut d'invité. Alors, les membres, ce seront ceux que je vais ajouter simplement comme ça, mais je peux décider de leur donner le statut de propriétaire si je le souhaite. Alors, qu'est-ce que ça change? Forcément, c'est le propriétaire qui a le plus de droits
sur l'équipe, qui a la possibilité donc de modifier l'équipe et surtout qui a la possibilité de supprimer l'équipe. Donc par défaut, quand vous êtes propriétaire, vous pourrez supprimer l'équipe, que quand vous êtes membre, vous avez la possibilité de quitter une équipe, mais vous ne pourrez pas la supprimer, évidemment, bien sûr. Alors le troisième statut dont je vous parlais, c'est le statut d'invité. Si vous voulez faire participer une personne à l'extérieur de votre entreprise dans une équipe Teams, vous pouvez le faire. Il vous suffit de taper son adresse mail dans la barre ici. Donc ici, je vais taper, hop là, voilà. Voilà. Alors ici, on va me dire, ben voilà, est-ce que vous souhaitez donc ajouter cette adresse-là, qui est une adresse mail qui n'est pas dans le domaine de Computerland, évidemment. Est-ce que vous souhaitez ajouter cette personne-là en tant qu'invité? Alors, la personne n'a pas besoin d'avoir une licence Office 365 pour participer dans un Teams. C'est juste que ses accès seront restreints dans le sens où elle pourra consulter les documents, les modifier, mais elle ne pourra pas modifier l'équipe ou créer des canaux ou des choses comme ça. Alors, évidemment, si vous tapez une adresse mail qui est hors de votre domaine et que cette adresse mail, qu'on ne vous met pas inviter cette personne-là en tant qu'invité, c'est simplement parce que votre administrateur système ne vous laisse pas la possibilité d'ajouter des personnes externes à l'entreprise dans les Teams. Donc, ce n'est pas que la fonctionnalité ne marche pas. Alors ici, je ne vais pas le faire, mais au moins vous savez que ça existe. Ici, je vais promouvoir Arnaud en tant que propriétaire de Merci Delphine. Et je vais simplement fermer parce que voilà, j'ai créé mon équipe, j'ai invité mon collègue Arnaud avec lequel je dois collaborer en téléphone. Vous voyez donc la simplicité avec laquelle on va pouvoir créer une équipe. Voilà, hop, nouvelle conversation. Évidemment, lorsque vous êtes sur le canal général, vous allez voir donc le chat directement. Donc, lorsque vous créez une équipe Teams, vous allez automatiquement avoir un canal général qui va être créé. Alors, dans chacun des canaux d'une équipe, vous allez avoir la partie chat et vous allez avoir la partie fichier. Alors, la partie chat, évidemment, voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un chat. Vous avez la possibilité, néanmoins, si c'est la première fois que vous utilisez Teams, vous avez la possibilité d'activer ou d'ignorer les notifications. Moi, je trouve que c'est intéressant de les activer de cette manière. Lorsque vous avez une personne qui vous cite dans une publication en utilisant le @ par exemple, voilà, ici, je mets le @. Je n'ai que Arnaud, évidemment, vu que Arnaud et moi sommes les seuls dans l'équipe, mais ça veut dire aussi que Arnaud va recevoir une petite notification comme de quoi je l'ai cité dans une conversation et donc il va pouvoir venir voir ce que je lui veux. Alors, donc ça, c'est pour le chat. Juste à côté, donc, vous avez l'onglet fichier qu'il ne veut pas récupérer pour l'instant. Bon, ce n'est pas grave. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on crée une équipe Teams, comme on vous a dit tout à l'heure, tous les produits sont interconnectés les uns avec les autres. Et donc, en fait, quand vous allez créer une équipe Teams, ça va créer un groupe Office 365 et un site SharePoint qui va être lié à ce Teams. Et donc, comme ici, Delphine vient juste de créer le Teams à l'instant, ça peut prendre quelques minutes pour que, par exemple, ici, l'onglet fichier dans lequel on va pouvoir aller déposer des fichiers soit disponible, étant donné que c'est un site SharePoint qui est en train d'être créé et lié à ce Teams. Donc, c'est tout à fait normal que ça prenne quelques minutes, que ce ne soit pas instantané. Voilà. Maintenant, tout à fait entre nous, Arnaud, moi, je n'ai jamais ça que quand on fait des événements virtuels. Ah, mais ça, c'est l'effet démo, ça. Ça, c'est l'effet démo. Voilà. Oui, en général, c'est instantané, mais voilà. Et aujourd'hui, on va attendre 5 minutes. On y reviendra après pour vous montrer si vous le souhaitez. De toute façon, je vais déjà vous expliquer. Donc, vous allez simplement avoir une arborescence de fichiers que vous allez pouvoir créer donc, dans votre Teams. Et bien évidemment, toutes les personnes qui seront dans votre équipe Teams auront accès à ces fichiers. Et comme Arnaud le disait très justement, on a les mêmes technologies qui tournent derrière. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, moi, j'ouvre un document dans mes fichiers Teams, eh bien, il va y avoir un enregistrement automatique exactement de la même manière que ce que nous avions dans OneDrive. C'est ça. Tout à fait. Exactement.
Alors moi, je vais me permettre de dire que je suis dans l'équipe et normalement, si tu recliques sur fichier, ça devrait fonctionner. Voilà, on ne vous a pas menti, vous avez vu, c'est pas toujours instantané, ça peut prendre quelques minutes. En démo, voilà, mais en démo, ça, exactement. maintenant ça fonctionne. Donc, comme je vous le disais, vous allez pouvoir créer donc, des documents exactement de la même manière que vous le faisiez dans OneDrive. Donc ici, vous allez pouvoir télécharger ou alors vous allez pouvoir créer un document. Donc on va recommencer. Il va me demander le nom du document. Ben, hop, voilà. Hop. Et là, en fait, il va directement m'ouvrir Word dans Teams. Voilà. Bien évidemment, mon collègue Arnaud donc, a accès également à ce document et donc la modification va fonctionner exactement de la même manière que ce que l'on vient de vous montrer dans OneDrive. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on vous a parlé de SharePoint. SharePoint et OneDrive, c'est vraiment la même technologie derrière. Juste, OneDrive, c'est votre espace personnel avec vos fichiers et vous allez pouvoir les partager comme Delphine vous l'a montré. Et ici, SharePoint, on est plus comme sur un file serveur où on va aller déposer des fichiers. On ne doit pas faire l'action de partager. Tous ceux qui vont être dans l'équipe auront accès forcément à ces fichiers qui sont dans SharePoint. Tout à fait. Alors, il y en a parfois qui vont demander, ben voilà, ce fichier-là, est-ce que je vais devoir aller le mettre dans Teams ou est-ce que je vais plutôt le mettre dans mon OneDrive? Ben, vous verrez que si vous n'utilisez pas encore ces deux outils, ben, vous allez un petit peu faire de l'essai et erreur. Parce qu'à un moment donné, si vous vous rendez compte que vous avez mis un fichier dans Teams et que finalement, ben, mis à part un feedback ou deux, ben, vous êtes le seul à modifier ce document-là, bah, vous direz, bah oui, ça n'a pas tellement d'intérêt qu'il soit dans le Teams, je vais le mettre dans le OneDrive et vice-versa, évidemment, bien sûr. Donc, on est évidemment dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a un enregistrement qui se fait de manière tout à fait automatique. Un élément dont je ne vous ai pas fait part avec OneDrive, mais qui est également valable pour Teams lorsque je suis dans Word Online, vous pouvez ouvrir le document dans votre application de bureau. Moi, par exemple, ben, je n'aime pas trop les versions en ligne de Word. Je préfère être dans mon application simplement par habitude. Il n'y a pas de problème. Si vous l'ouvrez dans votre application, l'enregistrement se fera également de manière tout à fait automatique. Et c'est exactement la même chose pour OneDrive. Alors, un élément intéressant également, donc ici, je vais fermer mon fichier. Voilà. Je vois qu'il est bien évidemment dans ma bibliothèque partagée. Alors, pour vous montrer à quel point les outils sont interconnectés, si je re-switch sur OneDrive, eh bien, mes bibliothèques partagées, donc mes bibliothèques Teams, vont toutes se retrouver ici. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'au moins, j'ai tous mes documents, les documents auxquels je dois avoir accès dans un même endroit. Mais également, si mon collègue Arnaud a fait des bêtises sur le document que nous avons partagé dans Teams, avec la technologie OneDrive, j'ai accès à l'historique des versions. Donc, même un document qui va se retrouver dans une bibliothèque dans Teams, je vais y avoir accès dans mon OneDrive et je vais pouvoir aller voir les différentes versions qui ont été créées. Voilà, donc ça c'était pour la partie fichier et pour la partie publication que vous allez retrouver dans les canaux d'une équipe Teams. Alors, bien évidemment, des canaux, vous allez pouvoir en créer. Alors, pour faire ça, rien de plus simple. Je vais simplement cliquer sur les trois petits points juste à côté du nom de l'équipe. Donc, vous voyez un petit peu toutes les options que vous avez. Donc, moi, en tant que propriétaire, je vais pouvoir gérer l'équipe. Je vais pouvoir ajouter un canal, ajouter des membres, quitter l'équipe aussi, évidemment, si je le souhaite. Mais quitter l'équipe, c'est intéressant lorsqu'on est à l'origine de la création d'une équipe, parce que si, par exemple, vous souhaitez être à l'origine de la création des équipes, eh bien, vous pouvez le rester seul et ne pas donner cette possibilité-là à vos collègues et après responsabiliser quelqu'un en tant que propriétaire et quitter cette équipe-là. Donc ça, c'est quelque chose de possible à faire également. Ça vous permet d'avoir vraiment une gestion accrue au niveau des équipes. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un canal. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que
on devrait s'organiser en canaux et pourquoi ne pas garder simplement un canal général? Eh bien, simplement parce que si vous avez un certain nombre de personnes dans une équipe Teams, il y a peut-être des contenus, des éléments, des conversations qui ne vont pas intéresser tout le monde. Donc, si vous avez un projet où vous avez des sous-équipes, eh bien, vous aurez peut-être envie de créer des canaux en fonction de ces sous-équipes, histoire qu'il y ait un espace de collaboration particulier au sein même de l'équipe. Donc voilà, ici, imaginons que je veuille créer un canal commercial. Eh bien, on va me demander si c'est un canal standard ou alors si c'est un canal privé. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux me créer un espace privé que je partage, soit avec personne, soit que je partage avec peut-être un ou l'autre de mes collègues, sans que ce canal soit visible pour les autres membres de l'équipe, j'ai la possibilité de le faire. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. Alors évidemment, lorsque je crée un canal privé, on va me demander qui doit avoir accès à ce canal. Et ce seront uniquement les personnes que je citerai ici qui vont y avoir accès. Voilà. Alors vous voyez ici que ce canal va apparaître avec un petit cadenas juste à côté, juste pour me montrer que nous sommes dans un canal privé. Et Arnaud, est-ce que tu peux me confirmer que... Moi, je confirme que je vois bien le canal, effectivement. Voilà, mais une autre personne que je n'aurais pas ajoutée ne verrait absolument rien. Hein, donc, elle ne verrait pas qu'il y a un canal qui est cadenassé. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça ici, c'est pour la partie équipe de Teams. Donc vous voyez, hein, voilà, c'est quand même très intuitif. Il y a d'autres parties évidemment dans Teams parce que Teams n'est pas uniquement pour la création des équipes. Ce qui va être intéressant également, c'est que si vous cliquez sur calendrier, eh bien, vous allez avoir votre calendrier Outlook qui va se synchroniser avec votre calendrier Teams de manière tout à fait automatique. Bon, ici, nous sommes dans un compte de démo, donc vous voyez, je n'ai pas mon calendrier rempli, mais n'hésitez pas à tester au moment où je vous parle. Et de cette façon, vous pourrez voir toutes vos réunions et vous pourrez rejoindre vos réunions Teams de la même manière que dans Outlook. Et pour créer une nouvelle réunion, rien de plus simple, évidemment, bien sûr. On clique sur Nouvelle réunion et vous allez pouvoir créer une réunion Teams de la même manière que dans Outlook également. Voilà. Alors, ici, vous allez avoir tous vos fichiers, les fichiers que vous avez dans vos différents Teams. Voilà, on va vous dire aussi à quel emplacement cela se trouve. Donc, vous voyez qu'on a bien OneDrive et qu'on a bien SharePoint qui est derrière. Voilà, ici, si je clique sur Microsoft Teams, j'ai juste le document que j'ai créé à partir de Microsoft Teams, étant donné que ce document est à la base dans une équipe. Et mes documents OneDrive, eh bien, je peux les trouver ici aussi. Donc, vous voyez vraiment l'interconnexion qu'il y a entre les différents outils qui est vraiment utile pour ne pas perdre de temps, que ce soit au bureau, évidemment, ou en télétravail. Alors, un autre aspect de Teams qui est intéressant, c'est l'onglet Activités, où vous allez pouvoir voir un peu toutes les activités, tout ce qui s'est passé un petit peu dans les Teams dans lesquels vous êtes actif. Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où on a un grand nombre de Teams, si on clique sur l'onglet Activités, on peut simplement voir un petit peu ce qui s'est passé dans les Teams en question. Donc, ça permet d'avoir un aperçu et une autre visibilité sur ce qu'il se passe. Alors, Teams, c'est pour les équipes, évidemment, les réunions, la création d'équipes, mais pas que. On peut aussi avoir des conversations avec toute personne qui se trouve dans votre entreprise. Évidemment, si vous avez ajouté une personne externe à l'entreprise dans une équipe Teams, eh bien, vous pourrez discuter avec cette même personne dans l'onglet Conversation. Et dans la partie Conversation, vous allez pouvoir démarrer très facilement une vidéoconférence ou un appel, éventuellement ajouter des personnes, donc de manière très intuitive. Et Arnaud, maintenant, va prendre la main pour vous parler de la partie téléphonie dans Teams. Voilà, donc ici, je vais partager mon écran. Donc ici, on va switcher. Hop, voilà. Hop.
Est-ce qu'on voit bien mon écran pour le moment? Voilà. Alors, une chose que je voulais vous expliquer, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer vu qu'on est déjà dans un Teams meeting, mais vous allez pouvoir avoir votre système de téléphonie entièrement dans le cloud, donc ne plus avoir de centrale téléphonique chez vous, mais vraiment avoir toute cette gestion des numéros, des cascades et tout ça directement dans le cloud de Microsoft. Et par exemple, ici, vous voyez que j'ai un numéro. S'il y a certains de mes clients ici dans l'assemblée, ben, vous allez voir que quand je vous appelle avec ce numéro-là. Le gros avantage, c'est que je vais pouvoir appeler et être appelé à partir de mon PC et à partir de mon smartphone par l'application Teams. Autre chose, Delphine vous a montré tout à l'heure qu'on pouvait effectivement créer un meeting à partir de Teams, mais vous allez pouvoir aussi le créer directement à partir d'Outlook. Donc ici, quand on fait un Teams meeting, on va pouvoir inviter évidemment des personnes dans le Teams meeting, mais vous voyez ici qu'il y a un numéro général qui est mis. Ça veut dire que si des personnes n'avaient pas accès à Internet, ces personnes-là pourraient venir rejoindre le Teams meeting avec l'option audio conferencing, bêtement de téléphone fixe s'ils le souhaitaient. Donc il sonne sur son numéro aussi. Ici, c'est un numéro belge. Si vous cliquez ici sur Local Number, vous allez avoir tous les numéros pour les différents pays. Et donc, par exemple, si vous invitez un client qui est à l'autre bout du monde, au Brésil, par exemple, ben lui ne va pas payer une communication internationale. Il sonnera sur le numéro local au Brésil, mettra ce numéro qui est généré automatiquement et viendra rejoindre le Teams meeting de façon tout à fait classique. Donc voilà. Si vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra vous faire une démonstration complète sur la téléphonie de Microsoft 365. La seule chose, c'est qu'il y a énormément de produits, il y a énormément de choses. Ici, on n'a que 2 heures, mais on pourrait vous en parler pendant des jours d'Office 365. Ça, c'est sûr. Et un autre élément sur lequel j'ai pas rebondi, Arnaud, c'est que vous voyez qu'il y a des fonctionnalités qui sont redondantes. C'est-à-dire, vous pouvez créer une réunion Teams à partir de votre calendrier Teams. Vous pouvez le faire à partir de votre calendrier Outlook. Et ça, c'est vraiment pour laisser libre choix aussi à l'utilisateur voilà, de garder certaines habitudes et de pouvoir procéder de la manière dont il le souhaite. Exactement. Alors ici, on vous a parlé des outils qui nous semblent voilà, vraiment incontournables, mais il n'y a pas que les outils. Il y a aussi les devices, il y a aussi les services. Voilà, avec Manage Workplace, notre solution de leasing informatique voilà, ultra sécurisée. Donc avec cette formule, non seulement vous pouvez avoir évidemment tous vos outils Office 365, mais vous avez également du matériel informatique HP de pointe qui sont déjà sécurisés nativement, que ce soit laptop, PC, tablette, imprimante. Vous avez déjà une sélection de logiciels qui sont préinstallés sur vos machines et également la maintenance curative et préventive pour vraiment tout un écosystème utilisateur sécurisé et efficace. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Microsoft 365. Donc, Delphine vous a présenté les outils Office 365 qui sont la suite collaborative. Selon vos plans de licence, vous allez avoir plus ou moins de fonctionnalités. Ici, Microsoft a rajouté une couche qui est la couche sécurité qui va vous permettre de gérer vos mobiles, de gérer vos PC à distance. Et enfin, on va parler de tout ça, mais c'est vraiment cette couche de sécurité qui s'appelle EMS qu'on va rajouter à Office 365. Alors, depuis le 21 avril, Microsoft a changé le nom de ses licences. Pour les clients, avant, c'était plus simple, c'est que tout ce qui était Office 365 était lié vraiment à la partie collaborative et Microsoft 365 à la partie sécurité. Mais depuis le 21 avril, ils ont un petit peu changé leur nom de licence. Et donc, par exemple, l'Office 365 Business Premium s'appelle maintenant Microsoft 365 Standard, mais ne comprend pas des options avancées de sécurité. Donc, ça aussi, si vous voulez un éclaircissement, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous expliquera toutes les petites astuces au niveau des licences. Alors ici, moi, je vais passer sur la partie démonstration. Donc, première chose, je vous ai parlé ici que Microsoft 365 vous permettait
de rajouter de la sécurité, mais vous permettez aussi de gérer des mobiles. Donc ici, le téléphone que j'ai ici en main est projeté sur l'écran ici à droite. Je vais le déverrouiller, sinon on ne verra pas grand-chose. Donc voilà, le téléphone que j'ai ici. Alors, première chose, on va pouvoir mettre de la sécurité. Pourquoi? Parce que les utilisateurs qui se connectent en Office 365, ils se connectent tous sur portal.office.com avec leur login, leur mot de passe. Si vous n'avez pas une politique de mot de passe fort, ben, les hackers peuvent aussi se connecter sur portal.office.com et essayer par brute force, donc essayer par plusieurs tentatives d'essayer de trouver votre mot de passe. Donc ici, je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'on va pouvoir brider comme ça les accès à Office 365. Première chose, si vous avez un nouvel utilisateur qui arrive par exemple dans l'entreprise et qui doit configurer sa boîte mail sur son téléphone, il va par exemple lancer Outlook. Voilà, il va rajouter un compte, il va mettre son compte. On va lui demander son mot de passe. Évidemment, c'est un compte de test. Mot de passe qui n'est pas très sécurisé. Voilà. Voilà. Et voilà. En fait, l'utilisateur ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc, en fait, on va forcer le fait d'enrôler le smartphone sur le tenant, sur votre tenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en type d'enrôlement, on a plusieurs types. On pourrait avoir un enrôlement complet. Ça, on va être plus, par exemple, pour des tablettes qui sont dans une usine où là, vous voulez gérer la tablette de A à Z. Ici, on va être dans un cas de figure, on est en Bring Your Own Device. Ça veut dire qu'on va créer une zone professionnelle sur le téléphone privé de l'employé. Cette zone professionnelle, l'IT n'aura accès qu'à cette zone professionnelle-là. Il n'aura jamais accès aux SMS, aux photos de vacances et tout ça de la zone privée. Vous allez voir que c'est assez simple. Ici, donc on va suivre le petit tutoriel. Voilà. Il va me faire aller directement sur le store pour aller chercher la bonne application que j'ai déjà. Voilà. Et il va me demander, OK, maintenant, veux-tu bien remettre ton login et ton mot de passe? Chose qu'on va faire. Voilà. Là, il est en train de se connecter. Et voilà, donc il nous réexplique qu'il va créer un profil professionnel, après activer ce profil professionnel et après mettre à jour les options du téléphone. Donc ici, on va suivre le petit tutoriel. Et donc ici, on a un petit rappel en disant que l'IT de l'entreprise ne pourra jamais avoir accès à la localisation de l'appareil, ni au mot de passe, ni aux photos, mais par contre, il pourra avoir le modèle, le numéro de série, le nom de l'appareil, éventuellement la marque. Et donc, ça confère vraiment une sécurité supplémentaire pour l'employeur, mais également pour l'employé. Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas ici dans l'Assemblée s'il y a déjà des personnes qui ont une solution de MDM, donc Mobile Device Management. Je ne sais pas si vous avez déjà une solution, vous pouvez écrire à Quentin, il me fera signe. Ou lever la main. Voilà, virtuellement. Voilà. Virtuellement. Donc voilà. Ici, on va lui laisser faire. Donc il est en train de s'enrôler. Voilà, donc le profil professionnel est déjà créé. Maintenant, il va l'activer. Alors, le gros avantage avec ce système-là, c'est comme on vous disait, c'est que on va pouvoir mettre les données d'entreprise dans une zone professionnelle. Si le téléphone est volé ou que la personne est licenciée, l'IT va pouvoir effacer les données d'entreprise en un clic, on le verra tout à fait. Mais aussi, on va pouvoir déployer des applications de façon automatique. Et par exemple, nous, ce qu'on aime bien, c'est par exemple déployer Outlook et configurer Outlook de façon totalement transparente. Le gros avantage de faire ça, c'est que toutes les applications Microsoft qui vont venir se greffer à Outlook vont se baser sur les credentials qui auront été configurés dans Outlook, mais ça sera fait tout seul.
Grâce à ça, je veux dire, on va pouvoir vraiment simplifier la configuration des mobiles. Donc, on va déployer Outlook qui va se configurer tout seul. On peut déployer Teams, on peut mettre à disposition d'autres applications comme OneDrive et ce genre de choses. Voilà. Donc ici, le téléphone est en train de terminer. Il me demande la catégorie. Oui, parce que dans la situation de télétravail, je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous, mais moi, voilà, j'ai beaucoup plus utilisé mon mobile à des fins professionnelles en étant en télétravail. Donc, voilà, de cette manière-là, on peut le faire de manière totalement sécurisée. Et le gros avantage, comme on disait, si on vous appelle sur Teams, vous allez pouvoir soit décrocher avec votre PC ou éventuellement avec le client Teams qui serait installé sur votre smartphone. Donc ici, voilà. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on a bien la zone personnelle avec les applications personnelles et on a une zone professionnelle qui a été créée dans laquelle on a déployé automatiquement des applications. Donc on a installé Outlook de façon automatique, Teams, Word et ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir déjà passer sur la zone admin. Donc ici, sur la gauche, je suis connecté sur la console Endpoint Manager. Voilà, si je vais sur Android, si je vais sur Android Device, vous voyez ici, on voit bien l'appareil qui vient d'être enregistré à l'instant. Alors, vous allez voir les informations que l'IT va avoir accès. Donc, il a accès au numéro de série du téléphone, le modèle, la partie hardware. Donc, ici, on aura un petit peu plus de détails, mais je rappelle que l'IT n'aura jamais accès aux données privées, donc jamais aux SMS, conversations WhatsApp, les photos, ce genre de choses. Il n'aura jamais accès. Et alors, ici, on peut voir les applications qui sont en cours d'installation. On va pouvoir aussi forcer la configuration de certaines applications, comme on vous l'a dit. Ce que je propose, c'est que je vais revenir ici sur le bureau avec le téléphone. Imaginez que l'appareil est volé ou éventuellement la personne est licenciée. Ici, l'IT va pouvoir retirer les données et vous allez voir que c'est fait extrêmement rapidement. Donc ici, si je veux retirer les données d'entreprise, il me met un petit warning en disant « Attention, tu vas enlever toutes les données d'entreprise ». Je mets « Oui ». Et vous voyez que il est en train déjà de synchroniser la policy, il est en train d'enlever l'appareil du store. Voilà. Et là, j'ai un message comme de quoi le profil professionnel a été supprimé. Et donc ici, si je récupère le téléphone, je n'ai plus cette notion privée et professionnelle. Et donc, je rappelle que les données privées n'ont pas été supprimées. Je vous rappelle ça parce que j'ai déjà eu des clients qui avaient des solutions de MDM et quand ils ont voulu faire ça, ils ont effacé tout le téléphone du client et de l'utilisateur et il n'était pas très content. Voilà. Tout à fait. Et ça c'est sûr que vous allez pouvoir rassurer vos utilisateurs par rapport à ça parce que évidemment, lorsqu'ils vont voir que quelque chose a été mis sur leur smartphone, ils vont tout de suite se poser la question, ah ben oui, mais à quoi est-ce que mon employeur a accès moi, je ne suis pas d'accord que c'est quand même, mon téléphone, c'est professionnel, mais c'est privé aussi. Donc ça, n'hésitez pas, lorsque vous mettez en place ce type de solution, de vraiment rassurer vos utilisateurs, de vraiment leur montrer que, en tant qu'administrateur, vous n'avez pas accès à ces données et que si à un moment donné, la personne part de l'entreprise, elle ne doit pas se tracasser pour les documents ou les choses privées qui se trouvent sur son téléphone, que ça se fait de manière tout à fait transparente, tout à fait non impactante pour le privé de l'utilisateur. Exactement. Alors, toujours par rapport à la sécurité, ici, ce qu'on fait de plus en plus en entreprise, et c'est ce qu'on a ici chez Computerland, c'est qu'on active ce qui s'appelle du MFA, donc Multi-Factor Authentication, qui va permettre quoi? Si par exemple, Delphine, je suis un hacker et que j'arrive à avoir ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, ton nom d'utilisateur, c'est assez facile parce que c'est ton adresse mail, donc j'ai plus que le mot de passe à trouver. Si je mets le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe, on va te demander une confirmation. Et donc cette confirmation, elle peut être faite de différentes manières. Par exemple, avec l'application de Microsoft que vous allez pouvoir déployer quand vous allez enrôler les smartphones. Comme ça, je veux dire, vous ne devrez même pas expliquer aux utilisateurs, voilà, il faut aller sur le store, aller télécharger telle application, mettre oui, oui, oui. On va faire ça de façon complètement transparente.
Et donc la double authentification, on peut se faire soit par l'application, ça c'est le plus simple, c'est ce qu'on préconise, parce que vous allez voir que c'est assez simple, on reçoit un petit pop-up en disant oui. Voulez-vous vous connecter, oui, non, ou par SMS ou par un appel. Alors, en général, on conseille l'application, et s'il y a un problème avec l'application, on peut utiliser une deuxième méthode qui est le SMS. Comme ça, si la personne a un problème avec son smartphone, il prend sa carte SIM, il la mettrait même dans un 3310, ça fonctionnerait très bien. Oui, c'est vrai qu'en termes d'utilisation et de facilité d'utilisation, c'est vrai que l'application, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de plus user-friendly. Exactement. Donc ici, je vais me connecter sur portal.office.com avec un utilisateur avec lequel il a du MFA. Voilà. Et vous voyez que je vais pouvoir choisir les différentes méthodes. Ici, je peux choisir l'SMS, mais éventuellement aussi le Microsoft Authenticator. Donc vous voyez que j'ai reçu un SMS. Mais ici, j'ai choisi l'application Microsoft Authenticator, je clique sur oui, et automatiquement, je vais aller plus loin. Tant que je n'ai pas cliqué sur Approve ou je n'ai pas, si j'ai choisi la méthode pour le SMS, retapé le code par SMS temporaire, je ne peux pas aller plus loin. Donc ça, en termes de sécurité, pour moi, dans les prochaines années, ça sera vraiment mandatory pour toutes les sociétés. On aura du MFA pour tout le monde. Et dans cette situation de télétravail, j'ai envie de dire, ça booste encore plus le fait que ce sont des musts. Exactement, tout à fait. Vous allez savoir, le MFA, ici on va aussi pouvoir vous accompagner pour vous configurer le MFA, je vais dire, aux petits oignons. Et par exemple, ne pas demander du MFA quand les personnes sont physiquement dans l'entreprise. Donc moi, je prends le cas de figure d'une secrétaire qui a une tour fixe, qui se connecte toujours du bureau. Dans ce cas de figure-là, lui demander du MFA tous les matins, ça peut être un peu contraignant. Par contre, lui activer le MFA, mais lui dire, ben voilà, toutes les personnes qui vont se connecter au sein de l'entreprise, on ne leur demande pas du MFA. Ça veut dire que tant qu'elle est au sein de l'entreprise, on ne lui demandera pas du MFA. Le jour où elle aura éventuellement un laptop dans le cadre du télétravail, la première fois, elle devra scanner un QR code pour lier l'application Microsoft Authenticator à son compte et ça sera suffisant pour lui activer le MFA. C'est vrai ce que tu dis, Arnaud, c'est important que ce soit pour les outils collaboratifs ou pour la sécurité, c'est important de bien se poser la question du contexte de l'utilisateur, donc de son environnement, de sa manière de travailler, parce qu'il y a des choses qui vont être très utiles et des choses qui le seront nettement moins. Donc ça, c'est intéressant aussi de se poser la question dans le cadre d'une migration vers Office 365 ou en plan de formation ou que sais-je, de se poser vraiment la question du contexte des utilisateurs et de ce que requièrent les différents types de fonctions en termes de mobilité, en termes de sécurité, etc. Alors, en termes de sécurité, vous allez pouvoir faire aussi ce qui s'appelle du conditional access et ne filtrer que les machines, par exemple, qui sont dans votre domaine à avoir accès aux ressources au cloud. Donc là, on augmente encore un niveau de sécurité en disant que si vous mettez de la double authentification plus ici un filtre par rapport aux machines qui sont dans le domaine, ça voudrait dire qu'un hacker devrait voler un PC portable et se rendre physiquement au sein de votre entreprise pour commencer à vous pirater. En général, quand quelqu'un vous a volé un PC portable, ne pas venir physiquement dans l'entreprise. Je pense pas. Voilà. Moi, je le fais pas. Voilà, exactement. Moi, je le fais pas. Donc ici, vous allez voir ici pour un autre utilisateur. Voilà. J'ai mis le bon login et le bon mot de passe, mais il me refuse l'accès étant donné que je ne suis pas dans le domaine concerné. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment filtrer les machines qui sont dans le domaine à avoir accès aux ressources cloud. Maintenant, comme je dis, on ne doit pas activer toute la sécurité et que ça soit trop contraignant pour les utilisateurs. Donc ça, c'est une discussion générale que j'ai avec mes clients, de dire, OK, où voulez-vous mettre le niveau de sécurité? Et là, on peut trouver vraiment des solutions pour que ce ne soit pas trop contraignant, mais qu'on puisse fortement augmenter la sécurité au sein de l'entreprise. Toujours dans le cadre du télétravail, sachez qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'autopilote, qui est dans Microsoft 365. Donc l'autopilote, c'est quoi? Vous allez commander des nouvelles machines, par exemple chez HP. Vous allez enregistrer ce qui s'appelle le hash du hardware. Donc c'est un numéro unique sur le tenant
de Microsoft 365. Et l'avantage, c'est que je vais par exemple te livrer une machine chez toi, Delphine. Je suis l'IT manager, le temps de la présentation aujourd'hui. Oui, voilà. Et alors, je te livre la machine chez toi, tu l'allumes, tu la connectes au Wi-Fi, et automatiquement, j'aurai lié la machine à ton nom. Ce qui veut dire que quand tu vas allumer la première fois la machine, la connecter au Wi-Fi, il va d'abord te dire bonjour Delphine, tu mets ton mot de passe. Il est poli en plus. Et, en tant qu'utilisatrice, je trouve ça super sympa. C'est génial. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir en fait déployer automatiquement des applications par le cloud et les configurer aussi. Donc, en gros, toi, tu vas recevoir ta machine, tu mets ton mot de passe, tu attends quelques minutes et selon ta bande passante, ça va aller plus ou moins vite et les applications vont s'installer et se configurer automatiquement. Donc, ça, c'est un gros avantage. Sachez aussi que j'ai beaucoup de clients qui sont ce qui s'appelle en mode hybride Azure AD Joined, ce qui veut dire qu'ils sont dans un domaine et qui sont dans l'Azure AD. Et grâce à ça, on va aussi pouvoir déployer automatiquement des applications sans se poser la question, est-ce que la personne est connectée en VPN, est-ce qu'elle doit venir physiquement dans le domaine. Donc là, je me réadresse aux IT pour appliquer une GPO, ce genre de choses-là. On n'a plus besoin de se poser toutes ces questions-là. Je vais dire, vous êtes connecté à Internet, je veux dire, je ne le souhaite pas, mais si dans les prochaines semaines, on est tous reconfinés, toutes les personnes qui seront déjà dans cet état-là, on va pouvoir déployer des applications et les configurer automatiquement, juste en étant connecté à Internet. Alors, une chose que je souhaitais vous montrer, c'est l'AIP. L'AIP, ça va vous permettre de labelliser des mails ou des documents. Donc le gros avantage aussi dans le cadre du télétravail, on n'a pas vraiment la main au niveau sécuritaire, vu que les personnes sont en télétravail. S'ils envoient une pièce jointe et qu'ils envoient une information qu'ils ne devraient pas, grâce à l'AIP, vous allez pouvoir comme ça labelliser des documents. Je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Donc par exemple, ici je vais prendre, je vais effacer ceci, voilà. Je vais créer un document Word, voilà, qui s'appelle View Only. Je rentre dedans. Et vous allez voir ici, au-dessus, j'ai des labels. Donc en fait, vous avez tout un tas de labels qui sont définis automatiquement sur votre tenant, mais vous allez pouvoir aussi créer des labels personnalisés. Et dans ces labels personnalisés, vous voyez ici que j'ai créé un label qui s'appelle View Only. Je vais l'appliquer automatiquement et je vais sauver mon document. Voilà, il est en train de l'appliquer. Voilà. Vous voyez ici que j'ai rajouté un watermark ici automatiquement sur le document. Donc tout ça, c'est configurable quand vous allez configurer l'AIP sur votre tenant et je vais sauver le document. Voilà. Je vais prendre un mail, voilà, un nouveau mail. Je vais attacher le fichier en question à mon mail et comme j'aime bien aussi Delphine, je vais lui envoyer, voilà, je lui envoie. Je te préviens, je vais essayer de faire d'autres choses avec ton document. Ah, ça ne m'étonne pas. Voilà, hop, je confirme. Donc ici, j'ai une machine virtuelle, donc vous imaginez vraiment que Delphine reçoit ce document-là sur son PC. Donc on va attendre quelques secondes qu'elle puisse recevoir le mail. Voilà, donc, tout se passe bien. Elle va l'ouvrir. Voilà, je vais réduire ceci. Alors, première chose, c'est qu'elle va recevoir un warning en disant, voilà, il y a un label qui a été appliqué. Donc, premièrement, le document a été crypté. Donc, en termes de sécurité, c'est super. Et elle va voir ici tout ce qu'elle va pouvoir faire avec le document. Et donc, en fait, en gros, elle ne va pouvoir que l'afficher. Elle ne pourra pas l'éditer, elle ne pourra pas faire de copier-coller. Ici, si elle fait un clic droit,
c'est grisé. Parce que je vais tout essayer. Ah oui, oui, je n'en doute pas. Voilà. Et alors, ici, elle ne pourra même pas l'imprimer. Donc, elle se dit, bon, Arnaud, il m'ennuie un petit peu, c'est pas grave, je vais faire une capture d'écran de son document, comme ça je pourrai l'imprimer. Eh bien, même pas, en fait. Automatiquement, ça va griser le document. Et donc, si tu fais une capture d'écran, malheureusement, tu ne pourras rien faire avec. Je vous assure, j'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, c'est l'AIP. En fait, l'AIP, vous allez pouvoir aussi l'utiliser à d'autres fins. Donc, par exemple, ici, si je prends un document Word tout à fait classique, donc ici, je vais revenir ici, hop, je crée un document Word. Et par exemple, voilà, je rentre dans le document. OK, et je vais dire external. Voilà, je le sauve. Là, vous avez vu que je n'ai pas appliqué de label, mais je vais le faire dans Outlook. Et donc, même chose, je n'oublie pas d'aller prendre mon document. Et vous allez voir ici que je vais pouvoir taguer le document en confidentiel et je vais avoir un label Recipient Only. Donc, je lui envoie le document en question. Et je reviens. Donc ici, il m'explique qu'il ne pourra appliquer ça que sur des documents qui sont gérés. Donc par exemple, si vous prenez, il faudrait regarder la liste, mais je ne suis pas certain que si on prend un fichier AutoCAD, par exemple, qu'on puisse appliquer l'AIP dessus. Mais en tout cas, tout ce qui est documents Office, PDF et ce genre de choses, ça va très bien fonctionner. Et donc ici, je reviens sur ton Outlook. Ça va arriver. J'ai toujours l'effet démo, ça prend toujours un peu plus de temps. Toujours. On est habitué maintenant. Voilà, exactement. Je regarde si je te l'ai envoyé au bon compte. Ah non, je l'ai envoyé sur Computerland. Voilà. Je vais recommencer. Je viens de le recevoir sur voilà. je vous le confirme. Je recommence. Voilà. Je recommence. Je vais attacher le document. Test. Hop. Voilà. Ben, ça devrait fonctionner. On vous prouve bien qu'on est en live. Tout à fait. Voilà. Donc en fait ici, donc Delphine va recevoir le document. Elle va pouvoir l'ouvrir, l'éditer. Et par contre, j'ai oublié d'appliquer le label. Bon, c'est la troisième fois, c'est la bonne cette fois-ci. Jamais 203. Exactement, voilà. On va pouvoir vous montrer. Voilà, external. J'applique bien le label en question, donc Recipient Only. Voilà. La bonne adresse, le bon document et le bon label. Ça va fonctionner. Donc ici, on voit par exemple, là c'est vraiment un bon cas de figure. Donc ici, on a envoyé le mail sans appliquer le label. Donc on voit qu'ici, Delphine pourrait le transférer. Mais moi, bon, tu m'embêtes un petit peu avec tous tes labels, donc je vais quand même essayer de le transférer. Évidemment. Voilà, exactement. Et donc ici, vous voyez qu'il y a un petit cadenas pour dire que le document, en plus, c'est crypté. Et en fait, elle ne pourra pas, voilà, elle ne pourra pas transférer le document. Et si jamais elle l'enregistre et qu'elle l'envoie à une autre personne, cette autre personne ne pourra pas l'ouvrir. Donc, par exemple, je vais appliquer Quentin. Je vais dire, OK, je vais enregistrer ce document-là. Voilà. C'est vrai que ce qui va être particulier, c'est que donc, je vais pouvoir l'enregistrer, je vais pouvoir le remettre dans un mail et l'envoyer. C'est ça. Et donc, je pourrais potentiellement me dire que bah, c'est bon, j'ai réussi à envoyer la pièce qui est cryptée. C'est ça. Mais non. Parce que exactement. La personne qui va le recevoir ne pourra pas l'ouvrir étant donné qu'elle n'aura pas les accès. Voilà.
Voilà. Je l'envoie à notre ami Quentin. Voilà. Et Quentin va essayer de l'ouvrir de son côté. Mais ne devrait pas pouvoir l'ouvrir. Je vous dis ça dès que je reçois le mail. Voilà. L'effet démo, ça prend toujours un peu plus de temps. Ah, cet effet démo. J'ai bien reçu le mail de Delphine. Scan ATP en cours. Et en effet, je ne sais pas lire le document. Voilà. Donc voilà, donc vous allez voir que facilement, je veux dire par exemple ici, l'AIP, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus chez nos clients et que quand on explique aux utilisateurs comment ça fonctionne, on voit que c'est assez simple. La seule chose, c'est de déterminer quel label pour quel département. On pourrait imaginer d'appliquer par exemple certains labels au département marketing et d'autres labels à des ingénieurs systèmes qui, eux, vont devoir pouvoir envoyer des informations un peu confidentielles. L'AIP, clairement, peut répondre à ces besoins-là. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous montrer ce qu'est l'ATP. L'ATP, c'est l'antivirus avancé de chez Microsoft. Donc, c'est pour Advanced Threat Protection. Donc, par exemple, ça va faire antivirus, ça c'est la base, mais ça va faire aussi filtrage web. Donc là, on se remet dans le cas de figure où les utilisateurs sont en télétravail. C'est une demande qu'on a souvent de nos clients. En général, vous avez un firewall chez vous qui fait du filtrage web, mais à partir du moment où les utilisateurs ne sont pas au sein de l'entreprise, ils ne sont plus soumis à ce filtrage web. Ici, avec l'ATP, vous allez pouvoir choisir une catégorie et bloquer certaines catégories, par exemple la catégorie adulte, et ça veut dire que même les utilisateurs qui seraient chez eux ne pourront pas surfer sur les sites dont vous aurez défini la catégorie. Donc par exemple ici, si j'ouvre Edge, voilà, et que je vais sur mon site préféré, voilà, playboy.com, voilà, vous voyez que automatiquement c'est bloqué parce que sur le tenant, j'ai pris tout ce qui était caractère adulte et j'ai décidé de bloquer ça. Donc, vous voyez que dans le cadre du télétravail, vous allez vraiment pouvoir augmenter la sécurité sans vous soucier de savoir si les gens sont bien connectés en VPN, si on leur force la connexion VPN, de faire repasser tout le trafic au sein de votre entreprise. Là, on ne se pose aucune question. L'ATP est installée. On a décidé de bloquer cette catégorie-là. Oui. Maintenant, on pourrait aussi bloquer une catégorie et aller whitelister une URL. Enfin, voilà, c'est tout à fait modulable. Vous voyez vraiment avec tous ces outils le contrôle que vous allez pouvoir avoir sur la sécurité des utilisateurs, sur la sécurité des documents, donc la sécurité de votre entreprise de manière générale. C'est ça. Alors, depuis peu, l'ATP est sorti aussi pour les mobiles. Donc, même chose, vous allez pouvoir déployer l'ATP sur vos mobiles et comme ça aussi augmenter la sécurité. Parce qu'en général, c'est quelque chose qui est un peu oublié par les clients. C'est se dire, OK, je sécurise un maximum mes PC, mais on se rend compte qu'on a de plus en plus de données d'entreprise sur nos smartphones. Et grâce à ça, on va pouvoir déployer l'ATP et le configurer aussi. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la console ATP sur le tenant Microsoft 365. Elle est en train de se connecter. Donc ici, par exemple, l'ATP est installée sur mon PC. Donc ici, si je vais sur les devices, je vais me connecter. Hop. Office.com. Là. Et vous voyez que j'utilise un password manager pour avoir un mot de passe chaque fois différent. Donc évidemment, on a du MFA chez Computerland. J'approuve la connexion. Sans quoi je ne pourrais pas aller plus loin. Voilà. Donc à partir du smartphone, hein, ça. Voilà, moi j'utilise en tout cas l'application parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Oui. Voilà, là je viens de recevoir un pop-up, j'ai mis OK, c'était bien moi, mais effectivement j'aurais pu utiliser le SMS ou l'appel, mais qui est pour moi moins simple à utiliser au quotidien. Donc ici,
Je vais passer sur la console qui reprend toutes les machines de Computerland. Et donc ici, on va retrouver ma machine. Voilà. On voit que j'ai quelques alertes. Évidemment, c'est des tests que j'avais fait, donc des tests IKEA qui vous permet de tester l'antivirus et remonter les alertes. Voilà. On va pouvoir avoir une timeline aussi en cas d'affection, voir quel processus a fait quoi pour éventuellement remonter la source de l'infection. On va pouvoir avoir des recommandations aussi au niveau de la sécurité. Donc, par exemple, il va me dire, bah, voilà, il y a le client Fortinet qui est installé sur ma machine, il y a une mise à jour. Chrome n'est pas à jour, OpenVPN n'est pas à jour non plus, donc il serait intéressant. Et donc, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir vous connecter, regarder ce que vous allez pouvoir faire au niveau de vos machines et éventuellement pousser les mises à jour si vous êtes dans Intune. Vous allez pouvoir avoir un inventaire aussi des logiciels installés sur le poste, éventuellement des vulnérabilités si la machine n'est pas complètement patchée et des KB, ben, moi je suis à jour, donc tout va bien. Et donc c'est bien sur cette console-là que vous allez pouvoir aussi configurer du filtrage web. Et donc ici, vous voyez que j'ai créé une police qui va s'afficher normalement. Toujours l'effet démo. Ici, je fais un petit refresh, voilà, web filtering, et j'ai bloqué tout ce qui était à caractère adulte. Ça, c'est une des fonctionnalités qu'on apprécie, c'est le fait que ça soit un antivirus qui est maintenant de plus en plus renommé, l'ATP, qu'on peut faire du filtrage web, mais qui va pouvoir aussi remonter ce qui s'appelle les shadow IT. Donc, c'est remonter aussi toutes les applications et donner un score par rapport aux applications. Donc, ça, je vais vous montrer directement. Donc, je vais prendre mon petit copion avec mes URL, ce sera beaucoup plus simple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la console Microsoft 365 change, elle évolue assez souvent. Et ici, moi, j'ai mon petit copion avec mes URL. Et comme ça, je retrouve directement le bon portail. Alors ici, je vais reprendre ma machine. Voilà. On va voir directement ce que j'ai téléchargé, uploadé, les applications qui sont installées sur ma machine avec un score. Donc forcément, évidemment, ici, les applications de chez Microsoft ont un score assez élevé. Et par exemple, ici, si je prends Yahoo, on va voir pourquoi on n'a pas un score de 10 sur 10. Donc, voilà. Par exemple, ici, il n'est pas compliant par rapport à Microsoft. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi augmenter la sécurité et voir s'il y a une application au sein de votre entreprise qui peut être dangereuse. Si je reprends ici la machine, je vais pouvoir avoir un historique aussi des adresses IP avec lesquelles je me suis connecté sur mon PC. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus, c'est pour tout ce qui est Shadow IT. Donc sachez que l'ATP fait antivirus, filtrage web et Shadow IT. Voilà. Alors, une autre fonctionnalité qu'on apprécie aussi, c'est de pouvoir envoyer du faux phishing. Donc, on se rend compte que la plupart des attaques, elles se font par mail. Donc, vous recevez, on a tous connu les attaques qui ont été faites, par exemple, où vous receviez un colis ou un mail de Bpost disant « veuillez cliquer ici » ou de la banque. Je vais être honnête, c'est qu'il y a des mails de phishing qui sont extrêmement bien faits. Et moi, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai déjà regardé en tant qu'IT en me disant « oui, c'est vraiment déjà un mail de BNP Paribas ». Après, quand on regarde plus en profondeur, on se rend compte que le from de l'adresse ne vient pas d'un nom de domaine. Mais voilà, moi je suis IT, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ici, on va pouvoir envoyer des fausses campagnes de phishing. Donc ici, je vais revenir sur mon tenant de test ici. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir lancer une campagne de faux phishing.
Donc, voilà, je vais prendre ceci. Donc, il y a des templates. Soit vous allez pouvoir partir des templates, soit vous allez pouvoir carrément créer votre campagne de faux phishing. Je vais attaquer Delphine. Voilà. Oh non. Voilà, vous voyez qu'ici, je peux configurer d'autres options. Je vais pouvoir ici l'éditer si le template ne me plaît pas. Pour le rendre plus réaliste. Exactement. J'aurais pu mettre le logo Computerland, par exemple. Voilà. Et je vais revenir sur ta machine et tu vas normalement recevoir assez rapidement un mail disant que tu as gagné un super prix. Voilà. Il est en train de se mettre à jour. Voilà, super. Donc voilà le genre de mail que tu vas recevoir. Tu vas pouvoir cliquer dessus. Il va ouvrir une console qui ressemble fortement à portal.office.com. C'est à s'y méprendre. Exactement. Tu mets ton adresse. Tu mets ton mot de passe. Voilà. Alors, premièrement, tu vas recevoir un gros warning en disant, voilà, ici, c'est une campagne de phishing, mais fais attention. Donc, il va te remettre un petit message pour te sensibiliser et expliquer qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, moi, en tant qu'IT, je vais pouvoir aller voir les attaques que j'ai créées et qui s'est fait attraper lors de la dernière attaque. Et donc ça, c'est vraiment génial, parce que vous allez pouvoir envoyer des fausses campagnes de phishing au sein de votre entreprise et voir qui clique sur le lien et refaire la sensibilisation au sein de votre entreprise en disant « Attention, réfléchis, fais attention, ne clique pas sur n'importe quoi. » Voilà. Pour augmenter cette sécurité, évidemment, nous, on va pouvoir aussi vous aider. Il y a plusieurs consoles chez Microsoft qui vous permettent d'augmenter votre sécurité. Il y a par exemple la console de Secure Score qui va vous donner un score par rapport aux options que vous aurez activées. Par exemple, le MFA, là, vous allez gagner énormément de points si vous mettez du MFA pour tout le monde. Le minimum syndical, c'est de mettre du MFA pour les comptes qui ont des accès Global Admin. Après, effectivement, le mieux serait de mettre ça pour tout le monde, mais vous avez vu qu'on peut faire ça de façon transparente par le biais d'Intune, déployer l'application Microsoft Authenticator, et ça simplifie la vie des IT et la vie des utilisateurs aussi. Donc ici, par exemple, ici, on va pouvoir générer des rapports de sécurité par rapport à votre tenant avec des recommandations. Justement, des recommandations au niveau anti-phishing. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, que dès qu'un mail de phishing est détecté, au lieu de tomber dans les junk mails de l'utilisateur, on va pouvoir mettre ça dans une quarantaine. Les utilisateurs vont pouvoir recevoir un mail, par exemple, tous les 3 jours. Ça, c'est une configuration qu'on peut faire en disant, voilà, il y a tel et tel mail qui sont bloqués. Est-ce que tu veux les débloquer, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un outil qui est vraiment super pratique parce qu'on va pouvoir générer un rapport avant et après. Et ce module-là va vous permettre d'augmenter vraiment la sécurité au niveau mail, au niveau lien qui sera envoyé dans Teams, où ça va s'ouvrir dans une sandbox avant. Donc ça va être scanné par l'ATP de Microsoft avant d'être envoyé à l'utilisateur. Donc voilà. Par exemple, ici, vous avez un avant-après. Donc ici, si je reprends le rapport après, voilà. Après avoir appliqué toutes les recommandations, ben voilà, on voit que tout est OK. Donc on a mis le DKIM, le DMARC et ce genre de choses. Voilà. Je me permets de repasser sur la présentation. Voilà. Donc ici, nous, on peut aller plus loin avec vous. On va pouvoir vous permettre de faire des formations. Delphine fait ça très bien en clientèle de tout ce qui est Office et Microsoft 365. On va avoir aussi des packs managés. On va pouvoir créer votre tenant, vous aider à migrer vers le cloud, assurer du support et des formations. Tout à fait. Et au-delà des outils Office 365 et de la sécurité M365, nous avons aussi donc notre formule de leasing opérationnel Managed Workplace avec le matériel de pointe
les logiciels déjà préinstallés, ainsi que le support curatif et préventif. Ce que nous pouvons également vous proposer dans le cadre de tous ces changements, eh bien, ce sont nos compétences en change management. Change management, pourquoi? Parce que voilà, Office 365, Microsoft 365, ce sont de véritables changements organisationnel, et avec le change management, on parvient à diminuer cette résistance au changement, à accélérer l'adoption du changement, notamment via aussi du user profiling, parce que tous les utilisateurs n'ont pas besoin de toute la sécurité et de tous les outils Office 365. Aujourd'hui, on a essayé de vous montrer un petit peu quels sont les must-have, ce que cette crise nous a appris. On était déjà quasi convaincus par tous nos outils, mais dans cette situation de télétravail, on l'est encore bien plus. Voilà, donc on a terminé avec ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui, ce que l'on voulait vous montrer. Voilà, maintenant il nous reste suffisamment de temps pour des questions, que ce soit sur la sécurité ou sur les outils Office 365. Donc, on vous laisse nous les poser si vous en avez. Je sais bien que... Alors, Quentin... actuel, oui. il n'y a pas de questions. On a fait un petit comparatif avec le MDM de Mobile Iron. Donc, voilà. Mobile Iron, c'était l'un des leaders, en effet, comme Microsoft en 2019 et en 2020, qui redescend à rien au niveau de cette partie-là. Une question qui est assez intéressante, c'est lorsqu'on utilise d'autres programmes comme Jira, Confluence, par exemple ici, est-ce qu'il est possible d'intégrer ces produits tiers à des solutions 365? Alors, ça, il faudrait qu'on se renseigne, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gros produits 365, les non connus, je veux dire, dans le monde de l'IT, en général, il y a des add-ons qui sont disponibles pour les intégrer, soit dans Teams ou autre, mais il faudrait voir le type exactement. Ouais. Je pense qu'un nom comme ça doit être disponible. Donc ici, j'ai envoyé le lien du marketplace d'Atlassian pour les deux solutions, les deux produits. Mais comme tu le dis si bien, il y a aussi des produits, juste des accès, des intégrations des produits tiers dans un interfaçage typé Teams, quoi. Donc ça, il y a aussi dans cette partie-là qui est faisable. Sinon, pour le reste, pas énormément de questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions pour l'instant. Oui, parce que forcément, on ne voit pas tout avec vous au vu du temps qui nous est donné, mais n'hésitez pas, ici, nous avons du temps. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Non, nous sommes là pour ça. Voilà. Et mon collègue le fait très justement remarquer, tout ce qui n'est pas en standard généralement dans les applications tiers vers des produits 365, généralement il est possible de créer des Power Platform pour faire une liaison à ce niveau-là. Donc ça revient dans du custom, donc dans du développement, mais toujours dans une intégration package Microsoft grâce au Power Apps et donc à la Power Platform. N'hésitez pas, vous avez des questions. Ce qui peut être intéressant aussi pour des clients qui seraient déjà en Office 365. Maintenant, il y a certains plans de licence qui sont parfois moins chers et qui offrent plus d'options. Mais ça, il faut qu'on en discute ensemble. J'ai encore été voir la semaine dernière un gros client. Et je lui ai dit, voilà, ce serait intéressant, par exemple, d'upgrader vos licences en Microsoft 365 Business Premium dans votre cas, qui va rajouter de la sécurité, mais pour certains plans de licence, parfois c'est moins cher et on a plus. Donc, ceux qui sont déjà en 365, ça peut être intéressant, vous revenir vers nous si vous voulez rajouter cette couche EMS de sécurité. Ok, je vois déjà 2 personnes qui commencent à quitter la réunion. N'hésitez pas à envoyer un mail à operations@computerland.be si vous avez des questions.
ou directement vers votre responsable sales qui vous est attitré. Tout à fait. Merci beaucoup de votre présence. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous libère un petit peu plus tôt et on suppose qu'on a bien fait notre travail s'il n'y a pas trop de questions, mais si elles viennent a posteriori lorsque vous testez vos outils ou si vous voulez de plus amples informations sur la partie EMS, nous nous tenons bien évidemment à votre disposition. Voilà. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir.